Non, c'est à vous de remettre vos caméras et micro, Philippe, s'il te plaît, si vous en êtes d'accord. Ouais, ok. Bon, j'y vais. Oui, Oui, c'est bon. d'accord. Donc bonjour à toutes et tous. Merci à Prune et à Xavier pour nous donner la possibilité d'avoir cet échange avec des entreprises de la région Normandie. Euh, alors, avant de parler des paramètres et des éléments qui font que la zone est attractive et essayer de vous expliquer de quelle manière l'aborder. Euh, je voulais vous dire que la zone suscite une recrudescence d'intérêt de la part des entreprises françaises, des grands groupes, des ETI, des PME, dans quasiment tous les secteurs, depuis 6 mois à peu près. Euh, et ça, c'est probablement le fait du constat de la polarisation du monde et du contexte géopolitique mouvant, incertain, anxiogène, avec la Chine. Au départ, c'était la Chine d'un côté, les États-Unis à l'ouest, le conflit en Russie qui a rebattu les cartes de la recherche de relais de croissance internationaux des entreprises. Euh, qui ont privilégié les destinations euh, considérées comme alliées, amies sur le long terme. Donc il y a l'Union européenne qui en a bénéficié en premier lieu de la redistribution géographique des projections de nos entreprises. Et l'Afrique du Nord aussi. Alors avec le début de la guerre en Iran, ça accentue le trait. On est de plus en plus sollicité au Maroc, en Tunisie, en Libye. L'Algérie, j'en dirai deux mots peut-être tout à l'heure, qui est un cas encore à part, mais qui pourrait redevenir un partenaire privilégié. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Euh, voilà, deux mots sur notre organisation. Donc, d'ouest en est. Au Maroc, il y a une quinzaine d'années, on a cédé notre activité export dans le cadre d'une CSP à la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc, donc qui a la charge, comme on le fait dans les pays dans lesquels on est présent, d'accompagner les entreprises françaises sur le marché marocain. Nous, on y a une présence invest, de notre activité invest, c'est-à-dire promouvoir les territoires français pour y accompagner des investisseurs marocains. En Tunisie, on a un bureau de 11 personnes, très expérimentés, très experts, répartis par filière. Donc, Selim est le chef de pôle export. Donc, il pilote tous les chargés de développement et chargés d'affaires sectoriels pour la Tunisie. Et il est en outre country leader pour la Libye, il vous en parlera tout à l'heure. En Libye, on n'a pas de présence, on s'appuie sur l'ambassadeur, sur le chargé d'affaires, sur les conseillers culturels, de coopération, sur le service économique, et on y a à distance une assise très forte. Et encore une fois, Céline vous en parlera tout à l'heure. Voilà, donc l'Afrique du Nord comme hub euro-africain et euro-méditerranéen. Euh, donc euro-africain parce que quasiment tous les pays d'Afrique du Nord se positionnent comme une plateforme de réexportation, de production et de réexportation vers l'Afrique subsaharienne. Et euro-méditerranéen parce que nous avons fait le choix, en tout cas en termes d'affichage,
de projeter nos entreprises, ou en tout cas de se présenter face aux acteurs économiques, aux grands acteurs économiques d'Afrique du Nord, de se présenter en européen. Alors pourquoi en européen? Pour deux raisons essentielles. C'est parce que le bilatéralisme en Afrique, que ce soit Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne, pour toutes les raisons que vous imaginez, ça fonctionne plus. Enfin, on le voit en Algérie, on le voit parfois en Tunisie avec quelques soubresauts. Voilà, donc on s'affiche notamment sur les événements collectifs avec l'Union européenne, avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Grecs, avec les Allemands. Voilà, et on essaye de fédérer autour de cette approche l'ensemble des pays d'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte. Alors, qu'est-ce que c'est l'Afrique du Nord? C'est plus de 100 millions de consommateurs, donc d'habitants. Là, on parle de l'Afrique du Nord, des quatre pays, hein. Géographiquement, du Maroc à la Libye. C'est 110 milliards d'importations annuelles. C'est une région très fortement industrialisée, avec 30% du PIB qui est industriel, y compris en Tunisie, qui est considérée, enfin, qui a pas une image d'un pays très fortement industrialisé, alors que l'industrie automobile, c'est 5% du PIB, l'industrie aéronautique, c'est 5% du PIB, il y a une très forte industrie mécatronique, mécanique de précision, plasturgie, etc., etc. Et l'industrie, c'est l'un des relais de croissance sur lesquels s'appuie la Tunisie pour développer son économie. La croissance des échanges, donc elle progresse. C'est une zone qui, à travers des accords de libre-échange, de partenariats privilégiés, notamment avec l'Union européenne, s'ouvre de plus en plus. Et c'est effectivement une plateforme de coproduction intégrée, et ça de plus en plus. Il y a par exemple actuellement en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Égypte, des consultants mandatés par l'Union européenne pour faire en sorte que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte soient d'une certaine manière, c'est une consultation qui est lancée par l'Union européenne, soit considérée comme très fortement associée au marché de l'Union européenne. En gros, il s'agit de considérer la zone comme une géographie qui participe de la politique de souveraineté industrielle de l'Union européenne. Voilà, donc il s'agit pour des entreprises comme les vôtres de développer des productions tunisiennes, de bénéficier des avantages des entreprises produisant en Union européenne. Donc on est loin, enfin on est encore loin du compte, hein. Il y a tout un tas de réformes, bien entendu, de consultations et de réformes qui nécessitent d'être menées. Mais donc la tendance, c'est celle-ci. C'est de plus en plus considérer la zone comme des pays très fortement partenariaux de la France et de l'Union européenne. Enjeux de décarbonation, ils sont forts, même s'ils n'apparaissent pas comme étant des priorités absolues dans la zone. Pourtant, lorsque on sait que 70% des exportations tunisiennes notamment, mais aussi marocaines, Maroc, je crois que c'est un peu moins,
et l'Algérie, c'est de cet ordre-là. 70% des exportations vont vers l'Union européenne. Et donc, les donneurs d'ordre européens sont de plus en plus exigeants en matière du respect de la RSE de leurs fournisseurs établis dans la zone, qu'ils soient locaux. Il y a des leaders, il y a des champions locaux dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique, etc., ou qu'ils fassent de l'offshoring en Tunisie ou au Maroc. Bon, connectivité maritime, Tanger-Med et les ports algériens, et probablement bientôt les ports syriens, qui offrent des débouchés pour nos entreprises du secteur maritime, logistique, portuaire, etc. Et intégration industrielle, j'en ai déjà parlé. Alors, au-delà des chiffres qui sont mentionnés en bas de page, nous sommes le premier partenaire de la Tunisie, nous sommes le premier partenaire du Maroc, et nous restons malgré tout le premier partenaire de l'Algérie, si on considère nos investissements directs dans ces pays, les investissements de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie en France, et le cumul de nos exportations et de nos importations. Il faut savoir que la Tunisie est le premier investisseur africain en France en nombre de projets, et le deuxième est le Maroc. Voilà, donc l'excellence industrielle, tous les grands, mais pas que les grands, équipementiers, euh, euh, certains constructeurs automobiles, vous le savez, sont implantés notamment au Maroc, en Algérie. En Algérie, ils sont plutôt à l'arrêt pour l'instant, mais au Maroc, la production bat son plein, et dans la filière, dans ces filières, il y a une forte concentration d'équipementiers de rang 1, 2, 3, donc pour Renault, pour Stellantis et pour d'autres constructeurs. Et donc ça concerne l'automobile, l'aéronautique et toutes les filières liées, connexes ou intégrées, l'électronique, la plasturgie, etc. Donc l'Algérie, bon, des secteurs, au-delà des secteurs qui sont en croissance et qui constituent le socle du développement économique algérien, il y a depuis la visite du ministre de l'Intérieur, il y a 15 jours, 3 semaines, il y a des signaux de réchauffement. Ils ne sont pas encore brûlants ni bouillants, mais il y a un réchauffement de la relation bilatérale. Il y a une reprise des discussions entre le MEDEF et son homologue algérien, le CREA, pour l'instant à distance, mais on observe ça de très près. Tant l'Algérie représente un relais de croissance internationale pour un très grand nombre de nos entreprises. On en est encore à 10 000, entre 9 et 10 000 exportateurs réguliers en Algérie. Voilà, donc on surveille ça de très près. En Algérie, on a conservé un bureau malgré la relation, enfin, la relation délétère qui s'est installée entre la France et la Tunisie depuis plus d'un an, depuis près de 2 ans maintenant. Et on a conservé cinq personnes qui continuent d'accompagner des entreprises en misant sur le secteur privé algérien qui est peuplé de très belles ETI, de grands conglomérats diversifiés, etc.
Alors, l'enjeu vital de l'eau, oui, effectivement, gros stress hydrique, en particulier en Tunisie. Donc, en Tunisie, c'est un gros sujet qui mobilise le gouvernement. L'eau sera un des sujets les plus prioritaires dans le cadre du plan national de développement 2026-2030, qui est en cours de discussion entre le président de la République tunisienne, les différents ministères, les opérateurs publics, les entreprises privées, etc., les partenaires économiques. Donc ça sera probablement, je parle de la Tunisie, mais ça vaut aussi pour la Libye, ça vaut même pour le Maroc, et ça vaut même pour l'Algérie. Ça sera probablement la priorité. Donc c'est celle de l'AFD, c'est celle de la BERD, c'est celle de la BEI, c'est celle de la Banque mondiale. Et à ce titre, nous, Business France, dans la zone, nous nous sommes fortement rapprochés de tous les bailleurs de fonds qui contribuent au développement économique de ces pays. Pour l'AFD, par exemple, le premier en cours, c'est le Maroc au monde. Le deuxième, c'est l'Égypte. Le troisième, c'est la Tunisie. Ce qu'on fait avec l'AFD et qu'on va répliquer avec la BEI, la BERD, etc., c'est pour éviter et pour faire face à la menace chinoise qui souvent qui arrive à s'emparer de projets, de gros projets dans de nombreux secteurs, dans le secteur de la santé, dans le secteur des infra, etc., financés par l'AFD, financés par la BEI, par la BERD, etc., pour faire face à cette menace et éviter que ça se reproduise. On travaille très en amont avec les équipes projets. On fait plus de grands-messes avec une personne de l'AFD qui va expliquer qu'au cours des 3, 4, 5 prochaines années, les secteurs prioritaires en Afrique du Nord, ce sera l'eau, ce sera l'énergie, ce sera ceci, cela. En Afrique, ce sera autre chose. En Asie, encore autre chose. Et on prend projet par projet, on s'installe avec l'équipe projet basée à Paris, avec le bureau ici. Et projet par projet, on examine quelle est la qualité, l'existence d'une offre française déjà, sa diversité, sa complémentarité, sa qualité, sa compétitivité, et en fonction de ces paramètres, pour s'assurer que l'argent qu'on consacre au développement produisent un retour sur investissement pour l'économie française. Donc là, on travaille par exemple sur deux projets. Un de 170 millions d'euros qui concerne la modernisation de l'éclairage public dans les 350 communes de Tunisie. Les appels d'offres seront lancés mi-2027. Donc là, on en est au début de l'étude de faisabilité. On a déjà embarqué une douzaine de boîtes françaises sur ce projet qu'on suit pas à pas pour les conduire jusqu'à l'appel d'offres et leur donner toutes les chances de l'emporter face à une concurrence qui peut être chinoise, qui peut être italienne, qui peut être d'ailleurs. Et donc la priorité 2026-2027, ce sera la décarbonation, l'eau, euh, les énergies renouvelables, les infrastructures et les infrastructures. Voilà. En gros, les quatre principales priorités. Et nous, avec l'AFD, on est convenu d'avoir la faculté de proposer en fonction de notre volonté de projeter certaines filières sur les marchés d'Afrique du Nord, de proposer à l'AFD de s'orienter plutôt vers tel ou tel secteur au bénéfice de nos entreprises, et en particulier des PME. Voilà, le secteur de la souveraineté alimentaire, c'est une priorité absolue. Alors, sur la filière,
ce qu'on essaye de créer au Maroc et en Tunisie pour l'instant, et peut-être à terme en Libye. C'est une approche très partenariale et très intégrée, c'est-à-dire qu'on veut prendre les filières agri et agrotech tunisiennes et marocaines et sur la base de l'excellence des filières françaises, créer une approche très partenariale euh, pour aller jusqu'à créer des joint ventures, des co-entreprises, promouvoir des prises de participation croisées pour créer entre guillemets, des champions franco-tunisiens en Tunisie dans l'agroalimentaire, et pour aller ensuite traiter les marchés, se projeter sur les marchés africains. Voilà, donc on a commencé à travailler là-dessus dans le domaine de l'agro et dans le domaine de la santé. Renforcer le partenariat, mise en commun de moyens de production et mise en commun des capitaux. Alors, notre agenda, je vais pas je vais pas vous le décrire, mais euh, il y a un projet, c'est celui du mois d'octobre, le sommet euro-méditerranéen du développement durable qu'on organise à Tunis. Avec l'idée, c'est de le co-organiser avec nos partenaires européens, en tout cas en affichage, privilégier les intérêts des entreprises françaises. Cette approche européenne, ça nous permet de capter davantage de grands comptes de la région. Ça nous permet de capter davantage de prescripteurs, de décideurs politiques, et donc de donner accès à vous, entreprises françaises, à l'ensemble des acteurs qui décideront de vous donner des marchés dans la région. Donc, Rive Nord, on fait ça en partenariat avec Espagne et Italie. Rive Sud, on implique tous les pays de la Mauritanie à l'Égypte. On pensait au Liban dans un premier temps, c'est peut-être pas le moment. Voilà, donc de la Mauritanie à l'Égypte, il y aura tous les grands comptes qui vont converger à Tunis dans les secteurs industriels, donc industrie 4.0, industrie 5.0, décarbonation, eau, formation, sécurité alimentaire, euh, efficacité énergétique. Voilà, donc ce sera le grand événement franco-maghrébin, franco-Afrique du Nord de l'année, auquel je vous conseille de vous positionner, sur lequel je vous conseille de positionner. Euh, voilà pour ma présentation. Euh, Mm. et je cède. Les questions, on les garde pour la fin. Comme vous voulez, parce que comme je disais, comme on n'est pas très nombreux, si vous avez des questions à chaud, là, n'hésitez pas. Autrement, on poursuit avec Céline. Je vois pas de questions. Je pense que Céline, tu peux enchaîner. Merci, Euh, Philippe. merci beaucoup, Prune. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Donc, Prune, vous m'avez présenté comme étant expert de la Libye. Moi, je précise que je ne suis pas expert, mais plutôt passionné par le pays. Alors, je vais vous proposer un petit exercice. On va essayer de tordre le cou aux idées reçues
sur le pays. Donc, si tu peux passer à la slide suivante. Alors, moi, quand je discute avec les entreprises françaises et quand on parle de Libye, souvent on me dit Sarkozy-Kadhafi. C'est le premier réflexe. Ça ne se passe que dans la tête des Français. Les Libyens ne pensent pas à ça. On a dépassé en tout cas ce stade et plutôt ils sont plutôt redevables à l'action de la France, en tout cas, qui leur a permis, ou en tout cas qui a contribué fortement au départ de Kadhafi. On me dit c'est un pays désertique, il n'y a rien à faire en Libye. Bon, c'est le désert. C'est vrai, il y a quand même tout le sud du pays qui reste désertique. Le pays fait 3 fois et demi la taille de la France. Ça, il faut le savoir. Par contre, quand on regarde en termes de chiffres, 80% du pays est urbanisé. Donc, on n'est pas sur un pays totalement désertique où on n'a que des bédouins qui peuplent le pays. On me dit souvent, c'est un pays qui est en perpétuelle guerre. La guerre, on l'a dépassée. Certes, il reste quelques soubresauts sécuritaires ici et là, mais ça reste vraiment minoritaire. On ne parle plus de terrorisme en Libye. On ne parle plus de prise d'otages, on ne parle plus de guerre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été complètement dépassé depuis 2020 maintenant, où on est certes sur une stabilité fragile, mais stabilité quand même. Et puis peut-être je rajouterai aussi une autre idée qui est fausse. Le pays, il est sous embargo. L'embargo aujourd'hui ne concerne que les armes à feu. Et je pense qu'en Normandie, il doit y avoir quelques industriels. Mais pour la majorité, pour le commun des PME, ce n'est pas un obstacle aujourd'hui. Donc ça ne concerne que l'armement ou alors les produits à double usage. Alors, la Libye d'aujourd'hui, c'est quoi? Si on passe à la slide suivante, voilà, donc c'est un pays qui connaît une partition politique de facto. Donc, j'insiste bien sur le terme politique. Il n'y a pas de frontières géographiques. Donc, avec un gouvernement qui est dirigé par Monsieur Dbeibah, c'est le monsieur qui porte des lunettes de soleil, hein, donc qui est basé à Tripoli. Donc lui est le chef, ou plutôt le premier ministre du gouvernement d'unité nationale. C'est le gouvernement qu'on reconnaît en tant que Français. Mais par contre, ça ne nous empêche pas aussi de faire des affaires avec les autorités de l'Est, alors non pas avec le gouvernement, mais plutôt à un niveau technique, avec les fonds de reconstruction, ou alors des institutions techniques avec qui on discute. Et ça nous permet en fait en Libye d'avoir un super pouvoir. C'est qu'on tient le bâton par le milieu, on n'est ni aligné avec l'Est ni avec l'Ouest. Et nos entreprises arrivent à faire des affaires de part et d'autre. Ça, il faut le garder en tête parce que ce n'est pas le cas d'autres nationalités, notamment européennes. C'est un pays qui se porte plutôt bien de point de vue macroéconomique, hein, contrairement à d'autres pays. Il n'est pas endetté. On parle plutôt de fonds souverains en Libye. Aujourd'hui, le pays affiche, en termes de réserves de change, un peu plus de 75 milliards de dollars. Je vous donne à titre d'exemple le voisin tunisien. À l'heure actuelle où on parle de réserves de 7,7 milliards de dollars. 6,5 millions d'habitants en Libye, 12 millions en Tunisie. Donc je vous laisse refaire les comptes. La France a dégringolé durant les 10-14 dernières années. On était 3e, là on n'est que 8e. Et je vous annonce que donc des pays voilà, qu'on n'avait pas forcément en tête font mieux que nous. Typiquement des pays comme la Grèce. La Grèce aujourd'hui fait partie du top 5 des partenaires de la Libye. Pourquoi? Parce que la Grèce a maintenu un pont aérien avec la Libye. Donc on voit très bien la puissance de ce levier. Si on avance d'une slide, voilà. Alors, c'est un peu tricky ce que je vous ai mis sur la slide, mais tout ça pour vous dire que
Le monde des entreprises françaises en Libye se divise en deux. Il y a ceux qui réfléchissent, ceux qui analysent, ceux qui attendent que le pays se germanise pour y aller, et il y a d'autres qui prennent des risques, qui saisissent les opportunités et qui y vont, et qui gagnent des projets. Et donc, quelles sont les opportunités finalement sur la slide suivante? Bah, ça reste, voilà, sans grande surprise, le secteur oil and gas, hein, qui reprend du poil de la bête en Libye. Début d'année, on était avec 20 entreprises françaises sur le Libyan Energy and Economic Summit. Les Libyens ont signé des contrats avec ConocoPhillips, avec Total Energy. On parle de 20 milliards de contrats. L'idée étant de porter leur production à l'horizon 2029 à 2,2 millions de barils jour, et la voisine les 1,4 millions aujourd'hui. Comment ils vont faire? Exploration, plus de production, amélioration de ce qu'on appelle le brownfield, donc les champs existants, mais beaucoup de maintenance aussi. Dans notre délégation du mois de janvier, on sait que 2 entreprises françaises dans le secteur de la maintenance ont d'ores et déjà signé des contrats. Voilà, donc ils y vont d'une manière très structurée, très pragmatique. Il n'y a pas que la production qui compte ou l'exploration, mais aussi la maintenance, la formation, la montée en compétences. Au mois de septembre, on a accompagné l'Institut français du pétrole qui a rencontré la NOC et qui a signé un MOU pour une série de formations pour, en tout cas, aider nos amis libyens à plus produire. Donc voilà, donc Total reste un des maillons essentiels du secteur oil and gas en Libye, mais il n'est pas le premier. Le premier, ça reste Eni. Et Total, c'est le second. Les entreprises françaises gagnent aussi des marchés dans le secteur du food and retail. Quelques chiffres là, messieurs, dames. Je ne sais pas si on a des retailers, des exportateurs de produits alimentaires dans la salle, mais on est sur le premier pouvoir d'achat en Afrique du Nord, 4e en Afrique. Un pays comme les autres Émirats, entre guillemets, fortement dépendant aux importations alimentaires, 5 milliards pour 7 millions d'habitants. Je vous donne un comparatif. La ville de Tripoli importe autant que toute la Tunisie en termes de produits alimentaires. 0% de droits de douane, 0% de TVA. Pour moi, c'est le paradis des retailers. Voilà. Et en fait, Géant, Casino se sont réimplantés en Libye avec 2 unités. Carrefour lui emboîte le pas. Il a signé avec un grand groupe privé libyen en début d'année. Et puis après, il y a des chaînes comme Eric Kaiser qui se développent en Libye. Paul, on ne les a pas mis sur la slide, mais les pâtisseries Paul, aujourd'hui, il va y avoir 10 Paul qu'on va retrouver à Tripoli. Puis après, bon, voilà, Saint-Michel, Bonduel, Lactalis, etc. Le secteur aussi intuitif que l'oil and gas pour un pays qui se reconstruit, c'est le bâtiment et les travaux publics. La Libye se bétonise. Je regardais tout à l'heure les importations de ciment brut en Libye. On parle de 3,5 millions de tonnes de ciment brut importé. Alors, ça peut paraître beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais moi j'ai posé la question à Gemini, à l'intelligence artificielle, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait avec 3,5 millions de tonnes par an de ciment, et il m'a dit tu peux construire 200 000 habitations F3, F4, enfin en appartement, ou tu peux construire 1400 km de route. Voilà ce qu'on fait avec 3,5 millions de tonnes de ciment brut.
Un pays qui se stabilise, forcément, investit sa manne pétrolière dans la reconstruction. Donc les Libyens sont en train d'investir. On a des entreprises françaises qui se positionnent sur des projets. Le plus emblématique, c'est l'entreprise Matière, hein. Mais Matière sont réputés pour être un peu avant-gardistes et ils vont là où d'autres entreprises ne vont pas. On va les retrouver en Irak, en Syrie. Mais on a aussi des petites boîtes comme PR Industrie. C'est une PME, hein. On parle d'une quarantaine de personnes. Et ils font des miracles. Ils sont en train de faire pas mal de choses. Ils fabriquent des additifs pour le bitume, donc pour construire des routes. Après, on a des géants comme Freycinet. Vinci, je ne les ai pas mis, mais Vinci se positionne sur la construction d'un quai sur le port de Misrata. Voilà. Donc plutôt très dynamique. Et la dynamique de la construction, elle est beaucoup plus marquée à l'est qu'à l'ouest. L'est libyen est en train de se dubaïfier avec des stades, avec la construction d'infrastructures. Les Libyens, il faut se mettre à leur place. Ils sortent de 14 ans de guerre civile, de tentatives d'invasion par Daesh et j'en passe. Et là, ils se disent, mais on a beaucoup de pognon, on n'est pas nombreux et on souhaite en profiter. Donc, ils cherchent un peu allez, je vais le dire, de bling-bling. On était avec Philippe il y a quelque temps en Libye. On a rencontré la National Development Agency. C'est le fonds souverain de Sirte. Ils construisent 5 stades. Allez chercher le modèle économique derrière la construction de 5 stades. Si ce n'est le bling-bling finalement. Ils souhaitent vraiment montrer au monde que la Libye revient un peu dans le concert des nations. Les Libyens souhaitent aussi se défaire de la dépendance vis-à-vis de la Tunisie en matière d'infrastructures sanitaires. Un Libyen de la classe moyenne, il a besoin d'aller consulter chez un dentiste, il va aller en Tunisie. Un Libyen de la classe aisée qui a besoin d'aller chez le dentiste, il va aller à Malte, il va aller en Turquie ou en France. Et cette situation, ils souhaitent la dépasser, donc ils vont mettre vraiment le paquet sur le système hospitalier. Il y a un sujet aussi de dépendance vis-à-vis des importations de médicaments. Il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique implanté dans le pays. Et ça fait en fait un marché très intéressant pour nos entreprises, les grands comme Sanofi et Servier. Et Sanofi et Servier, le pays le plus important pour eux en Afrique du Nord, c'est la Libye, mais ça fait aussi des opportunités pour des boîtes qu'on voit moins, en tout cas, comme Pharma Plus. C'est une PME qui compte 3 personnes, qui fait du négoce de médicaments. Et puis BSE Ambulance, encore une PME qui fait des miracles en Libye, qui fabrique des ambulances, certes, allez, on va dire rudimentaires, mais sacrément efficaces et qui répondent aux besoins, en tout cas, formulés par le pays. La Libye, c'est aussi une volonté de se positionner comme étant un hub méditerranéen en matière de logistique, avec notamment la zone de Misrata, donc Misrata Free Zone, qui s'accapare 66% des importations libyennes, ou en tout cas des flux commerciaux du pays. Et il souhaite, en tout cas, Misrata souhaite relier la Méditerranée à l'Afrique subsaharienne via un corridor logistique. En tout cas, là où on était moins bon, enfin pas nous, mais on va dire notre champion national, là vous voyez un navire MSC, c'est parce que c'est MSC qui a récupéré la gestion du quai de Misrata.
aux dépens de CMA CGM. Mais des opportunités existent sur la partie zone logistique, puisque il y a quand même une zone logistique de plusieurs centaines d'hectares au niveau de Misrata Free Zone, où là, nos champions de la logistique peuvent aussi se positionner. Moi, je vous donne, mesdames et messieurs, rendez-vous le 14 avril à Marseille. Bon, ça vous fait prendre le train ou l'avion, c'est à vous de voir, mais ça sera en tout cas une occasion unique de rencontrer les opérateurs libyens de l'Ouest à Marseille. Et puis, si vous souhaitez rencontrer la National Development Agency de l'Est, donc nos amis du fonds de Sirte, ça sera à Paris. Moi, je vous conseille d'en profiter. C'est gratuit, ce n'est pas toujours le cas chez Business France, mais en tout cas, c'est une belle opportunité, en tout cas, de rencontrer des Libyens qui vont venir présenter des projets concrets. On va être sur, certes, des institutionnels, mais on aura également plusieurs délégations du secteur privé, oil and gas, secteur agroalimentaire. Il y a de l'industrie agroalimentaire en Libye, ça il faut le savoir. On aura des décideurs privés dans le secteur de la construction. Voilà, donc n'hésitez pas, on peut vous envoyer au travers de Prune, en tout cas le lien d'inscription, mais donc on sera très ravis de vous recevoir et d'échanger avec vous à ce moment-là. Alors, je termine par une image. Comme je ne connais pas le fruit apprécié par les Normands, alors j'ai mis le fruit apprécié par les Nord-Africains. Qui sait me dire ce que c'est? Bon, allez, je réponds, c'est une figue de Barbarie. C'est ce qui pousse sur les cactus. Alors, la figue de Barbarie, c'est une peau dure, épineuse, mais à l'intérieur, c'est très juteux. Et c'est ça la Libye. Ça paraît complexe, on n'a pas envie d'y toucher, mais quand on gratte, quand on voit ce qu'il y a sous l'écorce, il y a quand même de quoi se régaler. Voilà, c'était le message de la fin. Merci beaucoup, Céline. Je pense qu'on gardera cette image. Hyper intéressant. Et donc, on en profite pour vous présenter le réseau d'experts d'Afrique du Nord. Et notamment, on a, je crois qu'elle est partie. On avait Khadija qui était là, mais elle a dû partir, je pense, de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, qui est également un partenaire de Business France, le partenaire de Business France sur le Maroc. Je vais donner la parole à Constantin Tiléos, donc de la société Normandie Contrôle Group. Merci Prune, merci pour l'invitation. Merci aussi donc à Philippe et à Céline pour leur présentation. Alors, avant de passer au témoignage, j'aimerais quand même me présenter et vous expliquer aussi quelle est la taille de la structure, parce que c'est très important. Alors, je travaille pour l'entreprise normande. J'ai un accent du sud parce que je suis basé à Marseille. Moi, je suis le directeur de l'agence qui pilote donc toutes les activités sur l'Afrique. Nous étions 18 salariés il y a 3 ans, quand on a commencé donc le développement, et nous sommes maintenant pratiquement 30 personnes. Donc, il y a effectivement des opportunités, et elles existent, mais il y a quand même des prises de risques. Il ne faut pas s'attendre qu'en faisant une mission ou deux, s'attendre à des résultats très rapidement. Il faut être patient. On a la chance, donc, en tant qu'entreprise normande, d'être accompagné par la CCI, par Business France, par tous les dispositifs. Et c'est ça l'intérêt, et ça rejoint un peu les présentations qu'il y a eu aujourd'hui. Il y a des choses à faire. Alors, évidemment, comme disait donc, Philippe, il y a le contexte géopolitique et toutes ces petites problématiques, mais comme disait Céline, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et j'ai beaucoup aimé la présentation de Céline, surtout ce que pensent les entreprises françaises. Effectivement, c'est ce qu'on pense tous, Kadhafi et compagnie. Nous, NCG, Normandie Control Group, on s'est lancé en Afrique en faisant donc un arbitrage parce qu'on ne peut pas intervenir sur tous les pays.
Et donc, naturellement, on s'est positionné sur les pays du Maghreb, puisque c'est là où il y a le plus de potentiel et plus de facilité entre la France et les pays donc, comme la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et il y a également tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, nous, on fait Tunisie, Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire et Sénégal. Pour en revenir donc aux discussions à la présentation d'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de choses sur le Maghreb et on a commencé depuis donc 3 ans et ça commence, ça porte ses fruits. Alors il faut comprendre que chaque pays a ses particularités. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être très, très bref parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Bien évidemment, on peut échanger par la suite sans problème. Mais l'Algérie, il y a un potentiel qui est énorme pour moi, parce que le Maroc, la Tunisie, il y a toujours eu du business depuis des années facilement. Sur l'Algérie, moi, je vois comme un Eldorado pour la France. Il ne faut pas s'affoler avec toutes ces problématiques qu'on entend dans les news politiques et tout ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse diaspora et les affaires ne s'arrêteront jamais entre les deux pays. Nous, on bosse beaucoup dans le domaine donc, du maritime, de l'industrie, donc l'agroalimentaire et l'oil and gas. L'Algérie, c'est beaucoup Sonatrach, Sonelgaz, et on fait également des plus petites sociétés. Après, je ne sais pas trop les sociétés qui sont présentes, la taille et dans quel domaine elles sont exactement, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous voulez savoir exactement dans ce témoignage. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Avec plaisir. Constantin. S'il y a des... Oups, voilà, je vois Khadija qui revient, elle avait des problèmes de connexion. Si vous souhaitez réagir ou voilà, poser des questions spécifiques à Constantin, n'hésitez pas. Et autrement, voilà, de toute façon, on vous transmettra ces coordonnées si besoin, si vous préférez échanger à la suite du webinaire. Merci beaucoup, Constantin. Ah, je vois Julia qui lève la main. Vas-y, Julia. Merci d'ailleurs pour les présentations, surtout Olivier, donc, je voudrais présenter. Est-ce que justement, Constantin, donc la présentation de Selim sur la Libye vous a donné envie d'aller, ou est-ce que vous avez déjà commencé de prospecter la Libye, parce que bon, visiblement, par rapport à votre activité, ça pourrait être un marché qui correspondrait à votre entreprise, ou vous ne vous sentez pas encore prêt d'aller attaquer ce nouveau pays? J'aime beaucoup votre question parce que justement, nous avions échangé déjà avec Céline l'année dernière. Et la problématique qu'on a, nous, en tant que petite structure, et je rappelle, on est 28, presque 30 dans un mois, avec des moyens illimités, sachant qu'on représente uniquement 2 marques et les moyens derrière de développement, donc de déplacement et de communication sont limités. Donc, comme je disais, on a fait un arbitrage sur les pays où on pourrait rapidement, avec, on va dire, quelques actions terrain, pouvoir rapidement quand même avoir certaines affaires. La Libye, là, je vois qu'il y a énormément de choses à faire. J'ai noté Clark Energy. Alors, je ne sais pas ce que fait Clark Energy là-bas, mais Céline, je pense que vous allez me dire. Moi, je suis un ancien de Clark Energy. J'y ai travaillé 5 ans, il y a, on va dire, presque 15 ans en arrière. Euh, et j'ai noté qu'il y avait beaucoup de choses sur la maintenance et la formation en Libye. Et nous, c'est ce qu'on fait exactement. Nous, NCG, c'est de la vente de produits, de la maintenance et de la formation. Donc oui, on a envie. Il faut savoir derrière s'il y a des opportunités dans notre secteur, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses dans les infrastructures, dans l'eau. Mais après, il faut voir s'il y a, pour le moment, des vraies opportunités. Merci. Je vous en prie. Pour réagir
à ce que vient de dire Constantin. Les choses ont évolué, Constantin, depuis l'année dernière et je pense qu'on peut trouver des solutions aujourd'hui beaucoup plus intéressantes en termes d'approche, puisque le paysage a évolué. On a Misrata qui est passé en orange en Libye, donc qui permet de faire plein de choses, et puis Benghazi. Mais je te propose d'en reparler peut-être en aparté et peut-être voir ce qu'on peut mettre en place comme première action rapide mais efficace. Oui, moi je suis Merci. intéressé, Oui. donc on pourra en parler avec plaisir. Il y a Madame Provost qui avait une question également ou un commentaire. Oui, voilà, vous m'entendez? Oui, pardon, Oui. excusez-moi. Oui, bonjour à tous. Donc, du coup, voilà, moi, je suis Marie Provost de la Banque de Lubac et compagnie. Donc, nous sommes spécialisés dans les pays complexes. Et donc, je voulais savoir si, effectivement, c'est une question qui s'adresse peut-être plutôt à Selim. Est-ce que vous avez donc aujourd'hui des entreprises aussi donc libyennes qui voilà, sont aussi avec des problématiques de paiement avec donc des exportateurs français? Puisque pour le coup, voilà, c'est aujourd'hui quelque chose qui pourrait se poser encore. Donc voilà, je vais avoir un petit peu vos retours de terrain. On travaille avec un pool de banques, y compris de l'UBAC. Donc, on est connecté avec vos collègues parisiens. Mais on travaille également avec des gens comme l'UBAF, comme ABC Bank, comme la BTL pour en tout cas confirmer des LC. La solution des paiements n'a jamais été finalement le sujet le plus bloquant. Donc on trouve toujours des solutions avec, notamment avec vous ou vos confrères. Et d'ailleurs, de l'UBAC intervient aussi au niveau d'un groupe d'expertise Libye qui réunit une centaine d'entreprises. Nous, on le co-anime avec les conseillers du commerce extérieur. Donc voilà, donc, et d'ailleurs, il y a quelques semaines, je crois que c'est Monsieur de Gali, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Voilà, Celui qui était là. qui a fait une D'accord. Ok. présentation, Mhm. voilà. Ok. Mais pour sur notre méthodologie pardon, sur la Libye, donc Selim ne l'a pas dit, mais il doit en être à 22 missions en Libye, sur les 4 principaux pôles économiques, à l'ouest, à l'est, etc. Moi, depuis que je suis arrivé, j'en suis à 3 ou 4 en 5 mois. Nous, si vous voulez, notre stratégie en Libye, c'est c'est de comprendre le marché, c'est de comprendre et de susciter une appétence pour l'offre française. Et celle-là, on l'a suscitée et elle existe. Si vous voulez, la Libye, c'est un pays, comme le disait Selim, qui a quasiment pas fait de commerce international dans les normes auxquelles on est habitué depuis 2011. Donc ils ont perdu ils ont perdu des réflexes, ils ont perdu des connaissances, ils ont perdu une certaine agilité en la matière. Donc nous, on les soutient, on les appuie, etc. Ils travaillent beaucoup avec les Chinois. Les Chinois sont très présents, les Turcs sont très présents. Ça leur suffit pas, eux, ils veulent avoir à nouveau une forme de respectabilité internationale, de montrer au monde qu'ils sont compliant, qu'ils sont sûrs, qu'ils doivent être considérés comme un marché au même titre que la Tunisie, que l'Égypte, etc. Et donc, ce qu'il leur faut vraiment, c'est construire un pont avec les filières des pays, les filières d'excellence des pays, en particulier du G7 et en particulier de la France. Donc nous, notre rôle, c'est d'animer ce réseau et plus on va en Libye, plus notre réseau s'étend et plus on arrive à vraiment installer des relations approfondies de confiance qui nous permettent de comprendre, de connaître
leurs besoins, la temporalité, les délais d'exécution, les ressources dont ils disposent, etc. Simplement, nous, on n'est ni des banquiers, on n'est ni on n'est pas non plus des agences d'intelligence qui permettront de s'assurer sans aucun risque d'erreur que tel ou tel partenaire économique libyen est compliant au sens juridique du terme et que le fait de travailler avec eux ne va pas entraîner des difficultés pour les entreprises françaises. Donc, nous, on y va pour créer cette espèce de confiance et de partenariat approfondi avec tous les grands décideurs de Libye. Et on s'est adjoint l'expertise et l'expérience des meilleurs banquiers et des meilleures agences d'information ou d'intelligence économique. Voilà, plus vous imaginez l'ensemble de nos services qui travaillent, et on a une grosse ambassade à Tripoli qui travaille sur le terrain et sur lesquels on s'appuie pour fournir une prestation sécurisée sur la compliance et sur les moyens de paiement aux entreprises françaises. On en est à ce stade de l'avancée française, de notre présence commerciale, industrielle, partenariale en Libye. On refuse des entreprises françaises. Il nous arrive très fréquemment d'avoir des entreprises françaises qui s'adressent à nous. On est en situation de quasi-monopole sur la Libye parce qu'on a fait tous ces déplacements, parce qu'on a la confiance de l'administration libyenne, des grands comptes, des fonds souverains, etc. Donc les entreprises arrivent quasiment à 100% vers nous et il nous arrive, après exposer des motifs et de la stratégie d'une entreprise française, de lui demander de ne pas aller avec tel ou tel partenaire parce qu'il n'est pas compliant, parce qu'on sait qu'il ne paye pas ou qu'il paye mal, et que travailler avec tel ou tel, ou cet acteur en particulier, présente des risques juridiques, voire pénaux ensuite. Donc on est très très vigilant sur ces sujets-là. Merci Philippe. Je vous parle quelques minutes Export Day, donc, qui est la journée internationale pour les entreprises normandes organisée par la Team France Export Normandie. Donc, je vous disais que c'était le premier webinaire d'une série de 3. Donc, le 2 avril, on aura un webinaire sur l'Afrique subsaharienne, le 21 mai sur le Moyen-Orient, et pour vous amener donc, jusqu'au 10 juin au Havre, où se tiendra Export Day. Export Day cette année qui a un focus géographique donc, que vous présentez ici, donc Afrique et Moyen-Orient. En partenariat avec la Société Générale, Enterprise Europe Network, Total Energy, BPI France. Et donc, on aura présent des directeurs de Business France, en l'occurrence Philippe, qu'on sera ravi d'accueillir en Normandie, Radija, donc, qui représente la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, qui sera présente également avec Monsieur Damblin. Célim, bon, il est encore temps de te décider si tu souhaites venir, mais je crois que malheureusement, tu ne pourras pas être parmi nous. Donc, c'est pour ça qu'on était ravis de t'avoir en digital aujourd'hui à minima, et on a bien noté qu'on pouvait te voir à Marseille et à Paris en avril. Et donc, Export Day, c'est à la fois des rendez-vous individuels donc avec les directeurs Business France des pays des zones Afrique et Moyen-Orient, avec les partenaires. Il y a des ateliers également thématiques en parallèle sur le financement, justement, dont tu parlais, la sécurisation des transactions, sur la logistique, avec également les douanes. Un troisième atelier sur le sujet du digital et de la propriété intellectuelle, et un dernier donc avec le Club Export
qui sont le Club Dynamique Export et un club dédié à l'Afrique Moyen-Orient. Et suite à un cocktail de networking, donc, vous aurez la possibilité l'après-midi d'avoir des rendez-vous individuels et encore, ou de visiter des sites. Je vous l'annonce un peu en avant-première, ce sera plutôt des sites de la zone portuaire du Havre, donc vraiment auxquels on n'a pas forcément accès le reste du temps. Donc on travaille notamment avec l'UMEP et Aropaport pour vous donner accès à ces sites donc sur inscription, bien entendu, on est limité en accès. Donc si vous devez retenir une chose, c'est d'aller vous inscrire si ce n'est pas encore fait donc sur le site qui s'affiche ici. Vous aurez ainsi les informations sur les 2 autres webinaires à venir. Et vous pourrez vous inscrire d'ici quelques jours aux différentes séquences que je vous ai présentées. Voilà. Si vous avez encore quelques questions ou commentaires, n'hésitez pas. Je mettrai dans le chat les contacts, comme me demandait Marie, voilà, des speakers qu'on a eu aujourd'hui. Julia, je te laisse. Non, je t'applaudis. C'est très bien. Non, non, merci. Juste, en fait, je me suis trompée. Je voulais dire bravo au lieu, ça a levé la main. J'ai confondu les mains. Non, non, mais j'avais pas de questions. Merci à tous, effectivement, et rendez-vous pour le prochain webinaire de la série. Et on vous promet que ce sera un très bel Export Day cette année également, qui sera encore une version un peu différente. Et je pense que ce sera aussi vraiment intéressant de découvrir comme ça des nouvelles zones, des nouveaux pays pour nos entreprises normandes. Merci à tous. Merci à tous. Et on vous enverra donc les présentations également que vous avez pu voir aujourd'hui. Très bonne journée. C'est déjà fini, là? Merci. Bonne Merci. journée. C'est déjà fini, mais on te verra au Havre le 10 juin, Philippe, pour continuer. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, Bonne merci. journée. Bonne journée.